Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est le fun, la dernière conférence de la journée. Tout le monde est plein d'énergie. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, tu fermes la porte. La semaine passée ou l'autre semaine d'avant, ma fille Annabelle, elle a 6 ans. Elle est en première année. Elle avait un petit devoir à faire à la maison. Elle devait se préparer pour faire un exposé oral. Fait qu'elle avait son premier exposé oral à vie. Puis là, j'ai dit, parfait, je vais pouvoir t'aider, Annabelle. Moi, j'en fais des exposés oraux tout le temps dans mon travail. Fait que je vais pouvoir te donner des conseils. Fait que là, je me suis assis avec elle. On s'est préparés ensemble. Puis j'ai donné des conseils. Tu sais, quand tu commences, tu arrives dans la salle, tu dis bonjour, comment allez-vous? Puis là, les gens ils vont répondre, ça va bien. Donc, bonjour, comment allez-vous? Yes! Fait que là, c'est drôle, après, j'ai fait un petit retour, j'ai dit, puis qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as fait? Puis elle m'a dit, j'ai dit, bonjour, comment allez-vous? Puis là, ils ont-tu dit, ça va bien? Ben non, ils ont dit rien. Là, fait que c'est ça, j'y ai donné un coup de main pour se préparer. Puis là, j'ai dit, la semaine passée, on faisait une conférence, puis là, on en fait une autre cette semaine. J'ai dit, moi aussi, je fais des conférences, t'aurais-tu des conseils pour moi? Parce que je voulais voir si elle allait me redire les conseils que j'avais donnés, tu sais, si elle avait appris. Puis là, elle m'a donné... comme un enfant de 6 ans, un conseil complètement farfelu, c'est pas grave. Elle m'a dit, papa, tu devrais dire bonjour, comment allez-vous? Elle m'a dit un peu les trucs. Puis après ça, elle m'a dit, tu devrais leur parler des robots. Parce que les robots, c'est super cool. Là, j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, ça, parce que la gestion de portefeuille, c'est le fun, mais tu sais, ça reste des trucs de travail, fait que c'est moins intéressant. Fait que je vous offre la possibilité de, on est en fin de journée, au lieu de parler de gestion de portefeuille, pourquoi qu'on ne parlerait pas des robots? Ça vous tente-tu? Bon, c'est des blagues, là. C'est des blagues parce que c'est la seule slide de robot qu'on a. Fait que non, on va vous parler de gestion de portefeuille, mais avant de commencer, on va se présenter. Je suis Nicolas Mercier. Je vous présente mon valeureux collègue Frédéric Paquet. Non? Ça ne vous dit rien pendant tout, hein? Donc oui, dans le fond, on est Fred et Nick. On travaille pour CGI / on a mis le logo de Facilité parce qu'on est des gens de chez Facilité. Puis récemment, on s'est joint à la grande famille de CGI. Fait que les gens, des fois, nous connaissent de notre ancienne appellation. Fait que maintenant, on fait partie du centre d'excellence de CGI. On est des coachs agiles. Puis voilà. Puis là, je vois qu'on a des gens à l'autre bord qui font une conférence. Fait que si vous criez, vous applaudissez, l'autre bord, ils vont dire « Ah merde, je suis pas allé à la bonne conférence. » avant de partir, si jamais justement le son n'est pas bon ou si jamais à certains points vous êtes confus, vous ne savez pas trop de quoi on parle ou c'est compliqué un peu ce qu'on est en train de dire ou vous êtes carrément en train de capoter, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? N'hésitez pas, restez calme, levez la main ou levez les deux mains. Puis on va essayer de répondre à vos questions. On va essayer de garder un petit peu de temps à la fin pour des questions. Mais si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à lever la main. Puis tout va bien aller. Ça marche? Donc, on y va. On part. Donc, c'est la fin de la journée. Fait que pourquoi pas regarder un monsieur en noir et blanc puis parler un peu d'histoire. Hein? Yes! Ça va être super motivant. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur-là. C'est écrit sur la slide, comment? C'est Frédéric Taylor. Frédéric Taylor, qui a été un sapristi de consultant, comme nous, au début du 20e siècle. Puis lui, c'est un ingénieur mécanique, travaillait dans les industries, sur les chaînes de montage. Puis c'est un gars très intelligent, très brillant, qui a inventé ce qu'on appelle le management scientifique. C'est une façon, dans le fond, il a inventé une manière d'optimiser le travail, parce qu'au début de la période industrielle, c'était beaucoup dans les manufactures, c'était beaucoup de l'artisanat. Hein. C'était des artisans, c'était des gens très bons avec leurs mains qui fabriquaient des choses, mais ce que ça faisait, c'était pas très efficace. Économiquement, c'était pas très efficace. Puis lui, il avait une petite bosse des maths puis une petite bosse de l'argent, fait qu'il a décidé d'inventer une façon de fluidifier tout ça. Puis simplifier un processus relativement artisanal, puis le standardiser, puis en faire des workflows efficaces, puis être capable de faire de l'argent avec ça. Fait qu'il a transformé des gens en exécutant à travers des workflows. Fait que
il y avait quelqu'un de super intelligent qui désignait le travail à faire, puis qui l'assignait à des gens, puis il fallait que tu suives à la lettre qu'est-ce qu'il fallait faire, puis il t'exécute. Fait que lui, il a été un pionnier au niveau de l'efficience. Fait que les organisations, à ce moment-là, sont devenues très, très efficientes. Euh, Par contre, M. Taylor, il n'existait pas dans le même monde que nous. Aujourd'hui, le monde a changé. Puis parfois, encore aujourd'hui, dans l'ADN des organisations, ben, on trouve encore des trucs que Frédéric Taylor a amenés. Puis ça ne nous sert peut-être pas autant que dans son temps à lui. Donc, ouais, Frédéric va vous en parler un peu plus. Puis là, c'est mêlant. Hein. C'est pas lui, Frédéric Taylor. On n'est pas dans. Il n'est pas voyagé à travers le temps pour que je vous l'amène et qu'il vous parle de son affaire. Là. C'est un autre Fred. Ça. Donc, petite histoire personnelle maintenant. On arrive, j'étais développeur avant, j'avais fait un cours en gestion de projet aussi. Qui vient de la gestion de projet ici? Oh, quand même. Oh, wow. Travailler dans les bureaux de projet? Oui. Là-dedans, combien de PCO? Chargé de projet, directeur de projet? En charge du bureau de projet? Super. Donc, j'arrive rempli de bonnes intentions. Je passais du monde du développement, j'arrive comme PCO pour commencer à faire un projet d'envergure. Donc, il y avait un projet qui roulait déjà 9 millions de dépensés sur un projet de 18 millions environ, qui allait éventuellement tomber une centaine de millions. Et qu'est-ce que je fais, vu que j'arrive justement de faire mon cours rempli de bonnes intentions? Je fais la planification de l'ensemble du projet. Donc, je fais 1500 lignes, il me semble, de mémoire dans la planification. On arrive à quelque chose comme ça me prend 2 semaines à faire ça. Comme j'ai fait le cours, on m'a dit de voir les gens, leur demander combien de temps ça prend. Donc, j'ai fait ça. J'ai rencontré tous les gens. Bon, là, combien de temps il faut faire les rencontres? 7 heures, parfait. Je mets ça dans la planification. J'ai une super planif. Et 2 semaines plus tard, on arrive à mon premier jalon, parce que là, les feuilles de temps rentrent et j'ai enfin la réalité de notre premier jalon de notre planification. Est-ce que ça a bien été? Pas du tout. Là, je dis, ah! Donc, moi, j'ai fait mon cours. Probablement que les gens, ils n'avaient juste pas encore, ne savaient pas nécessairement comment bien planifier. Alors, on recommence, deuxième tour de roue. 2 semaines encore à faire mon plan. Planification encore, faire le tour. Maintenant, j'ai de l'expérience. Donc, j'ajoute une contingence, bien sûr. Donc, ils me disent 7 heures, j'en mets 10. Oh, attention, le directeur de projet commence à shaker. Ça commence à augmenter le budget du projet. Et j'arrive pour mon 2e mois, avoir ses feuilles de temps, les activités. Colin, ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? On n'est pas capable de planifier, il me semble, c'est simple. Et on arrive à VUCA. Donc, dans la fin des années 80, un concept qui est arrivé, pour dire le monde dans lequel on vit peut être parfois volatile, incertain, complexe et ambigu. On est dans du développement logiciel. Qui fait du développement logiciel ici? OK, la moitié à peu près. Donc, on a des super bonnes idées. Est-ce que le monde va être le même dans 3 ans? Pas nécessairement. Est-ce que le besoin, est-ce qu'il est clair toujours? Hein? On commence à l'expérimenter un petit peu. Oh, on est dans l'incertitude. La complexité dans le monde technologique, ça vient de facto pratiquement. Et l'ambiguïté, bien, on est dans des mondes logiciels. Donc, un besoin, le minimum viable pour moi, est-ce que c'est le même pour vous? Oui, on commence dans ces notions-là. Pas toujours clair. Récemment, on parlait avec le président d'une agence gouvernementale, ramassait les impôts, taxes, gestion des programmes sociaux, je vous laisse décider c'est laquelle. Donc, il nous disait, bien, vous voyez, moi, ma mission ne change pas tant que ça. Elle est assez stable. Bon, je n'ai pas vraiment de compétition. Je pense que je serais plus à l'aise, moi, d'avoir justement un plan de 10 ans sur ma stratégie, parce qu'on va arriver éventuellement à la stratégie. Donc, d'avoir un plan d'une dizaine d'années, puis peut-être la réactualiser au niveau de mon portefeuille. Et on pensait, OK, loi des bouleversements, donc de Larry Downes. Première chose, les changements technologiques. C'est sûr que tout le passé avait été fait au niveau des systèmes sur, grosso modo, une dizaine de technologies. Serveurs, 2, 3 langages, coupe de BD. Ce qu'on voit à droite en tout petit, c'est un exemple de choix d'outils pour faire le nouveau pipeline de DevOps.
d'intégration, de livraison en continu. C'est juste quelques idées d'outils. Il en existe des milliers d'autres. Si ça prend 4, 5 ans à mettre en place une technologie, déjà, après 1 an, on sait déjà qu'on n'est plus trop sûr. Après 3 ans, déjà 18. Donc, si ça nous prend 4 ans à mettre en place une technologie, on sait de facto que notre stratégie ne sera pas bonne. OK, ouais, c'est vrai, vous avez raison. On a aussi des changements sociaux. Donc, la façon de communiquer avec les gens maintenant, c'est pas trop long maintenant qu'un mouvement citoyen peut amener une force extraordinaire, même sur les médias traditionnels, on le voit de plus en plus. Comment on va communiquer, comment on va créer notre conversation à 2 sens avec nos clients, nos citoyens, nos entreprises. Il y a certains bouleversements aussi. Donc, les changements sociaux ont apporté certains changements au niveau des entreprises. Ces entreprises-là qui amènent un paquet de nouveaux sets de règles que les agences ne sont pas nécessairement encore prêtes à faire face. Et il y a des changements politiques. Donc, il y a un mois, vous savez ce qui s'est passé. On a changé de gouvernement. Qui dit changement de gouvernement dit changement de priorité. Qui dit changement de priorité, des fois, donc la personne à qui on parlait n'est plus là. Donc, c'est sûr que ça amène un plan sur 10 ans. Il y a bien des chances qu'il va au moins changer une fois au niveau des priorités. Donc, si ça nous prend justement cette dizaine d'années-là, on ne peut pas aller à cette vitesse-là. Effectivement, il dit, oui, c'est vrai, il va falloir qu'on roule plus vite dans notre plan stratégique maintenant. C'est vrai, puis si je fais du pouce, puis là, je gère le temps, inquiète pas. Bon. Si je fais du pouce là-dessus, c'est vrai, des fois, on dit « Ah, ma mission ne change pas, tu sais, un organisme gouvernemental, ma mission ne change pas, ma mission reste la même. » Mais si ton environnement change, à quelque part, ta mission, tu dois la déployer différemment. Tu sais, si je veux percevoir les taxes d'un Uber ou d'un Airbnb, bien, il faut que je trouve des moyens différents d'accomplir ma mission. Fait que c'est vrai que je dois quand même percevoir des taxes, mais pour y arriver, bien, il faut que je trouve des nouveaux moyens de le faire. Puis des Airbnb, puis des Netflix, puis des Uber, bien, il va en avoir tous les jours, puis il va en avoir de plus en plus. Donc, qui connaît Kodak? Qui a acheté une caméra Kodak neuve dans la dernière année? Et qu'est-ce qui est arrivé à Kodak? Souvent, quand je pose la question, les gens me disent « Ah, ils n'ont pas vu ça venir, le numérique. Ils dormaient sur la Switch. Eux autres, ils vendaient des caméras traditionnelles, puis ils n'ont pas vu ça arriver. » Bien, au contraire, en fait, dans l'historique de Kodak, ils ont tous vu ça arriver. Il y avait même des brevets pour des caméras numériques. Il y avait un plan, il y avait des idées sur comment y arriver, puis il y avait tout vu ça venir. Mais comment ça qui... Oui, exact. Il y avait même jusqu'à des prototypes fonctionnels. Ça a l'air arrangé. C'est mon collègue qui me souffle des affaires. Mais c'est pas grave. Il y avait même, donc, il était vraiment prêt. Il l'avait vu venir. Mais là, ils sont morts pareil. Mais comment ça? Mais ils ne sont pas arrivés à exécuter. Ils ont resté pris dans leur bureaucratie, ils ont resté pris dans leur silo, ils n'ont pas été capables de gérer leurs changements. À l'intérieur de leur organisation, il y avait quelqu'un qui avait un département qui s'occupait des microfilms, puis eux autres, c'était important qu'ils survivent, puis ils résistaient au numérique. Tu sais, ils ont eu de la misère à exécuter leur stratégie à l'interne. C'est triste un peu, mais c'est ça qui est arrivé. Si je vous parle d'un modèle qu'on utilise souvent, hein, on parle souvent de cycles itératifs incrémental, des cycles rapides, de feedback, etc. Un des plus populaires, c'est un cycle qui vient de l'armée américaine. Il y a un pilote de chasse qui a inventé ce cycle-là, le cycle OODA. Vous allez sûrement en entendre parler à un certain moment dans des conférences agiles, c'est assez populaire. Donc, observer, orienter, décider et agir. Donc, un pilote de chasse qui est en combat aérien avec un ennemi, un autre avion de chasse, doit passer à travers ce cycle décisionnel-là. Il doit observer son environnement, orienter ses décisions, prendre la bonne décision, puis agir rapidement. Puis celui qui réussit à faire la loupe le plus rapidement possible, bien, il va tirer un avantage sur son ennemi, son adversaire, et donc, dans ces cas-là, c'est souvent fatal, mais il va gagner la bataille. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que Kodak, bien, ils ont été capables de décider puis un peu orienter ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas été capables de mettre en place le reste. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils se sont fait remplacer par d'autres qui ont émergé. Puis, eux, ils n'ont pas nécessairement utilisé exactement ce modèle-là, mais à quelque part, ont réussi à voir arriver les choses, les mettre en place, puis tirer un avantage sur un adversaire. Donc, une des caractéristiques qu'on parlait tout à l'heure avec M. Taylor, c'est l'efficience, des organisations efficientes. Mais de nos jours, pour affronter la complexité ou des environnements comme des environnements VUCA, on va peut-être
plus regarder au niveau de l'adaptabilité. Ma grande force comme organisation, c'est peut-être d'être capable de m'adapter rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace. Ça veut peut-être plus dire que notre efficience va être au service de notre adaptabilité. Si je réussis à être une organisation apprenante qui est capable de s'adapter rapidement et de le faire efficacement, bien, tout ce qui va arriver dans mon environnement, je vais pouvoir le prendre, l'absorber puis me transformer constamment. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va essayer de faire au complet, c'est passer à travers ceci. On va regarder d'où on vient, où on va. On va essayer de trouver le nord dans nos stratégies, bâtir notre itinéraire, passer à l'action et surtout apprendre. Puis j'ai mis à côté les différents éléments du cycle OUDA qui va supporter ces discussions-là. Donc, si on commence par le rêve. Oh, donc, un petit prologue. La stratégie d'une organisation, souvent, on va dire c'est une aventure, mais avant de commencer l'aventure, c'est important d'avoir une certaine idée de où est-ce que ça va, c'est quoi le rêve de l'organisation, pourquoi elle existe. Si la raison pourquoi moi, comme actionnaire, c'est de faire un upswing, désolé en anglais, je ne connais pas la version en français, mais faire l'upswing de la compagnie puis de la vendre dans 5 ans, c'est fort différent que de bâtir un empire. Les stratégies vont être différentes, puis il va falloir qu'on s'arrime là-dessus. Donc, on a notre carte au trésor, donc le rêve de s'enrichir. D'où est-ce qu'on vient? C'est important. Donc, de où on part? Vous avez tous déjà entendu parler de la vision, mission, valeur. J'en parlerai pas énormément, mais c'est souvent important de s'y rattacher. Donc, les gens, récemment, je parlais avec 2 co-actionnaires d'une compagnie, et l'une, au niveau de ses valeurs, puis la mission qu'elle voyait sur l'organisation, c'était une mission sociale. Donc, les gens, je veux les aider à apprendre à se connaître. Je veux que les organisations se connaissent. Je veux changer le monde. L'autre, c'était, dans 10 ans, je veux prendre ma retraite dorée. Forcément, il va y avoir des clashs au niveau des choix, des stratégies qu'on va prendre. Donc, de se connaître, c'est intéressant. Qui a déjà fait une rétrospective qui a utilisé le SWOT? C'est un classique. Donc, ça fonctionne pour une équipe. Imaginez quoi? Ça fonctionne aussi au niveau d'une ligne de produits et même d'une organisation. Au côté gauche, c'est vraiment qui on est. Donc, c'est quoi nos forces de notre produit, les forces de notre produit, les forces de notre organisation. Là, on dit le capital humain, tout le monde l'a dit, celle-là. C'est super. Mais quelles sont les compétences de notre capital humain sur lesquelles on excelle, lesquelles on a peut-être certaines faiblesses? Les opportunités. Donc, notre produit, c'est super. On pourrait commencer à tendre vers certains nouveaux produits. Il y a des crédits R&D qui arrivent. C'est une opportunité maintenant. Des menaces. Donc, est-ce qu'on les connaît bien? Est-ce qu'on les maîtrise? Nos processus actuels. Donc, si on est à l'intérieur d'un changement d'une organisation, est-ce qu'on connaît vraiment la façon qu'on fonctionne? Ça a l'air simple, mais dans bien des organisations, c'est assez surprenant. Est-ce qu'on les connaît vraiment, nos processus actuels? Et est-ce qu'on connaît vraiment le processus de nos produits? Donc, si nos fonctionnalités clés arrivent dans une 8e étape du produit, on a sûrement une problématique là. Comment on peut voir? Donc, il faut au moins avoir une compréhension commune de ces processus-là. Oui, je pense que le mot compréhension commune ou alignement autour, tout le monde peut connaître le processus actuel, mais si on le met sur un mur, on va avoir de la misère à voir la même chose. Tout le monde a sa vue de la même chose. Fait que c'est important d'avoir la même vue. Et dernière chose, la concurrence. Donc, la concurrence peut être loin. Ça peut être la Chine qui arrive avec une certaine concurrence. La concurrence est parfois plus proche. De l'autre côté, à l'intérieur même de l'organisation, c'est pas rare de voir que 2 directions vont avoir des objectifs en compétition. Donc, on peut être en concurrence à l'intérieur même de notre organisation. Est-ce qu'on est au fait? Est-ce qu'on la connaît? On peut prendre action là-dessus? Donc, on sait d'où on vient. Maintenant, ça a l'air simple. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Donc, tantôt, je parlais du rêve. Quand Elon Musk arrive chez SpaceX et il dit « Je veux aller dans l'espace dans une dizaine d'années », c'est un rêve. On n'est pas encore rendu sur la stratégie pour y atteindre. Quand il va dire « Ah, on s'en va sur Mars, l'habiter en 2026 », on ne commence pas à faire le plan avec toutes les étapes pour s'y rendre. C'est beaucoup trop gros. Donc, premièrement, commençons à faire la fusée, rentabilisons-la pour faire des vols New York-Shanghai, puis après ça, on verra, on réalignera le plan. Donc, notre première cible, c'est quoi? Un élément intéressant, fit for purpose de Lean Kanban. Donc, si on suppose qu'on est dans
prenons par exemple une compagnie de services, donc supposons CGI. On a certaines clientèles, il y en a plus que ça, c'est un exemple fictif. Donc, on a certaines clientèles, prenons par exemple les assurances. C'est quoi les services que les compagnies d'assurance sont intéressées via CGI? Donc, supposons le conseil stratégique, la dévration en déploiement continu, livraison coaching, du placement. Qu'est-ce que ça veut dire, Fit for Purpose? C'est qu'on va aller voir les compagnies d'assurance, on va leur dire, OK, sur ces services-là, ça serait quoi un excellent service en termes de conseil stratégique? Ce serait quoi les critères qui feraient que si on avait ça, ça serait excellent? On va ramasser ça ensemble, puis après, on va faire un deuxième tour de roue. Maintenant, votre perception face à nous, c'est quoi? Où est-ce que ça se retrouve dans ces critères-là? Et là, encore là, c'est fictif, on l'espère, parce que moi et Nick, on travaille au premier niveau, ça serait plate que ça soit ça. Mais donc, dans cet exemple-là, on dit, OK, maintenant, on a vraiment une défaillance au niveau du conseil stratégique. Il faut que nos stratégies, est-ce que c'est un segment qui nous intéresse encore? Est-ce qu'on doit y aller? En contrepartie, au niveau du placement, bien, on est peut-être surqualifié. Donc, peut-être qu'on offre, ça ne vaut pas la peine d'investir au niveau de la communication, des mises en place de produits, des stratégies. Même qu'à la limite, on pourrait monter les prix, ce ne serait pas grave. On a déjà over. Donc là, où est-ce qu'on place nos stratégies? Puis, on voulait montrer peut-être deux exemples de modèles qu'on peut utiliser. Je vais vous parler du Business Model Canvas, si vous ne connaissez pas déjà. C'est un canevas qui nous permet de mapper en premier, ça a l'air de quoi notre modèle d'affaires. Puis, ça pourrait être quoi? Ça se divise en différents blocs qui sont interreliés, comme c'est quoi nos partenaires clés ou nos ressources internes clés, les activités qu'on fait, nos segments de produits, notre structure de coûts, nos flux de revenus, ça a l'air de quoi? Puis, on essaie de mapper un peu ce qu'on veut faire. Puis, à travers ce modèle-là, bien là, on peut développer des stratégies. Fait que si, mettons, on veut faire de l'innovation, bien, selon ce qu'on veut faire comme innovation, bien, ça va avoir une influence sur comment notre modèle va se muter. Fait que je vous donne un exemple. Une compagnie mexicaine qui fait du ciment pour les chantiers de construction. Donc, eux, ils font du ciment, ils amènent le ciment avec un camion, puis ils coulent les fondations sur place. Fait que eux, ce qu'ils avaient, c'était ils voulaient amener une nouvelle offre dans le marché. Fait que là, il y avait de l'influence qui partait du centre, là, en bas à gauche, de l'offre, c'est-à-dire que le standard de l'industrie, c'était 48 heures. En 48 heures, tu appelles, puis tu as ton ciment. Bien, eux, ils disaient, nous, en 4 heures, tu vas avoir ton ciment. Fait que là, ils voulaient faire une espèce de choc sur le marché. Fait que tout leur modèle d'affaires était centré autour d'une nouvelle offre qu'ils voulaient décliner, puis tout ça avait une influence sur tous les autres blocs de leur stratégie. Donc voilà, donc c'est des exemples comme ça. Tu parles des exemples où est-ce que tu vas aller chercher une nouvelle clientèle ou comme par exemple en haut à gauche, les ressources. Vous connaissez Amazon Web Services. À la base, Amazon Web Services, ce n'était pas quelque chose qui était vendu, c'était quelque chose qui était à l'interne utilisé par Amazon. C'est développer un système de cloud pour hoster leurs propres trucs. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ben c'est super ça, on pourrait le vendre. Fait que là, à partir d'une de leurs ressources clés, ils se sont mis à avoir un produit qui est vendu, fait que leur modèle d'affaires a changé, puis était basé puis influencé par ce bloc-là précis. Fait qu'à partir de ça, c'est là qu'on peut découper nos stratégies puis commencer à se mettre en action autour de trucs comme ça. Donc, une fois qu'on a vu d'où on part, où on veut aller, mais on va essayer de trouver le nord, trouver où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, dans la stratégie, nous, ce qu'on utilise comme outil, c'est le X-Matrix. Donc, on va les définir, c'est quoi nos grands objectifs stratégiques dans un X-Matrix. Si vous connaissez les matrices de Hoshin-Kanri en ligne, c'est exactement ça. Donc, on décline, c'est quoi nos grands objectifs, les cibles ou les résultats qu'on vise avec ces objectifs-là. Puis ça va nous permettre de découper tout ça en stratégies. Donc, quelles stratégies vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, quels indicateurs vont nous dire qu'on est en train de se rapprocher de notre objectif, puis après ça, on décline ça. Fait que ça nous permet de faire le lien entre notre True North, notre Nord, notre cible, puis décliner ça jusqu'à l'exécution tactique. Donc, un X-Matrix, ça nous apporte 3 choses. Ça permet de créer de l'alignement entre notre vision stratégique jusqu'à notre plan tactique. Ça permet de faciliter nos décisions, hein, faciliter la priorisation puis les choix qu'on va faire, puis supporter une conversation multisectorielle. Donc, à l'intérieur de ça, moi, j'ai peut-être plusieurs directions qui sont en compétition à travers leurs objectifs. Puis quand on réussit à les aligner à l'intérieur de nos stratégies, bien, on permet, au lieu d'avoir de la compétition, créer plus de la synergie puis de la collaboration à l'intérieur de notre organisation. Donc voilà, donc le X, on a nos objectifs en haut, on identifie
Qu'est-ce que sont nos FMO? Je vais vous parler des FMO juste après. Donc, on définit c'est quoi nos futurs modes d'opération. C'est quoi les stratégies qui vont nous permettre d'atteindre ces futurs modes d'opération? À travers ces stratégies-là, c'est quoi les changements qui sont requis? Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre organisation au niveau de la transformation? Donc, quelles initiatives on doit lancer à l'intérieur de notre organisation? Puis, quand est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut décliner ça dans le temps puis compartimenter ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans la dernière case en haut à droite? On a des objectifs, on découpe des stratégies, on se met dans l'action, on réalise des choses. On apprend. Hein? On va avoir du feedback. Le but, c'est d'apprendre, parce que dans le fond, on est dans un monde VUCA, un monde complexe. On ne sait pas tant que ça si nos stratégies et nos bonnes idées de ce qu'on va faire, ça va vraiment donner les résultats qu'on pense. On est plein de bonnes intentions, mais ce qu'on veut, c'est apprendre rapidement sur est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, puis est-ce que notre plan puis notre stratégie est en train de nous amener vers notre objectif. Donc, on va aller chercher du feedback, on va examiner, y a-t-il des changements de contexte, c'est quoi les résultats qu'on a obtenus, puis comment on peut réaligner notre stratégie. Puis la game, là, c'est de tourner le plus rapidement possible. Pour rappeler la loupe OUDA, hein, si je veux avoir un avantage concurrentiel, si je veux saisir des opportunités, si je veux mettre en œuvre des innovations, puis savoir que je m'en vais dans la bonne direction, bien, il faut que je le fasse le plus rapidement possible. Peut-être que dans vos organisations, ce sera en termes de jours. Dans d'autres, ça va être des mois ou des trimestres ou des années. Mais plus vous le faites rapidement, plus ça va vous permettre de tirer des avantages. Donc, vous voyez, j'ai mis la loupe OUDA autour de notre fameux X-Matrix. Donc, on veut piloter la stratégie avec un FMO. On se donne une cible. On se dit, c'est quoi notre futur mode d'opération? Notre organisation, on veut qu'elle opère comment dans le futur? Elle a l'air de quoi? Puis vers quoi on vise. Puis on prend ce FMO-là, puis en bon agiliste, nous, on le découpe en juste assez, juste à temps. Ce que ça veut dire, c'est si je veux faire de la stratégie itérative incrémentale, je veux faire de la stratégie juste enough, juste à temps, puis de façon agile, mais je ne vais pas viser dans 1 an ou dans 3 ans. Je vais me donner une vue où est-ce que je veux atteindre quelque chose à long terme, puis je vais le découper en morceaux, puis je vais itérer à travers ça. Donc, je suis une situation actuelle, je vais aller vers un FMO, quelque chose que je vise. Mais après un trimestre, je vais aller revisiter c'est quoi les résultats que j'ai obtenus, qu'est-ce que j'ai fait comme apprentissage, qu'est-ce qui a changé dans mon contexte autour de moi, puis comment je peux ajuster ma stratégie. Si vous n'êtes jamais en train de changer votre stratégie, la réajuster, la raffiner en fonction de ce que vous avez appris, bien, faites pas d'itératif incrémental, faites un gros big design upfront, puis exécutez votre stratégie étape par étape. Mais je ne suis pas sûr que vous allez avoir beaucoup de succès, surtout si votre concurrent, lui, il travaille en mode un peu plus agile. Ensuite, on va bâtir notre itinéraire. Donc, on avait notre map. Le but, c'est de faire le chemin. Est-ce qu'on va vraiment prendre ce chemin-là? On verra. On va peut-être passer à gauche du volcan. Peut-être que rendu dans la petite baie, on va trouver que ça fait bien du sens d'être là, puis on va arrêter. Mais l'important, c'est quand même de se partir rapidement sur un chemin. Mais quand on commence, on est rempli d'incertitudes. On a beaucoup de risques, puis on a des hypothèses. Donc, justement, dans le cycle, comment on va faire pour bâtir nos solutions pour pouvoir adresser rapidement ces incertitudes-là, ces hypothèses? Donc, si on passe beaucoup de temps à planifier puis à estimer, c'est parce qu'on essaie de diminuer notre compte d'incertitude. Mais tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas essayé, on est encore dans des hypothèses. Il y en a qui vont dire, les plus intenses vont dire le bullshit factor. Je vais m'arrêter aux hypothèses pour ma part. Donc, comment on va faire pour bâtir rapidement nos choses, pour tester rapidement notre produit? Donc, que les gens, notre représentant utilisateur va pouvoir le tester. Comment on va faire pour éventuellement l'utiliser rapidement, même si c'est un minimum viable, de pouvoir l'utiliser pour ramasser ce feedback-là, puis le plus rapidement possible d'atteindre le point de non-retour, de l'aimer à la folie. Donc, c'est un peu le plan qu'on devrait essayer de se donner, le guideline sur notre itinéraire. Donc, on avait notre X-Matrix, on avait notre plan stratégique, peut-être. Et là, on va commencer à essayer de se trouver certaines initiatives. Donc, on va voir apparaître en bas ce qui va ressembler éventuellement à notre portefeuille. Donc, on a des idées. On va essayer de faire, peut-être découper, peut-être faire du prototypage. Il y a des idées qui vont émerger du plancher, des idées qui vont arriver. Votre représentant va aller faire un boot puis va recevoir plein de commandes
qui vont devenir des faits. Donc, les idées peuvent arriver de partout. Ça va prendre un certain moment où on a les analyses, on les découpe, on fait des prototypes. Et on atteint éventuellement notre point d'engagement. Bon, pour l'instant, là, on parle de trimestre dans ce cas-là. On essaie une assez grande organisation. Chez vous, est-ce que ça va être une itération? Je ne sais pas. Avant, j'avais une petite compagnie, donc c'est sûr, on était 4. On parlait en semaine. Ça, c'était notre plan stratégique, pratiquement. Donc, on atteint, mais dans une organisation qui est assez grande, parlons en trimestre, où est-ce qu'on atteint notre fameux point d'engagement. Une organisation qui est assez grande, est-ce qu'on peut partir tout de suite? Si vous avez juste 2, 3, 4 équipes, ça se fait assez bien, on se parle, on se fait un meeting, on se parle, on part. Si on a 50, 100, 150 équipes, oh là, c'est pas la même game. Donc, il arrive un moment où ce qu'il faut justement prendre plus de temps pour s'aligner. Ce que vous voyez là, c'est un peu les flight levels de Klaus Leopold, donc au niveau de l'agilité d'entreprise. Vous avez en haut un Kanban. Qui est familier avec la notion de Kanban ici? Super. Fantastique. Donc, Kanban au niveau stratégique, qu'on va apparaître. En bas, c'est nos équipes, donc au niveau opérationnel. Donc, toutes nos équipes, même qu'ils soient en Scrum, en Kanban ou whatever, ils ont quand même des choses à faire qui vont avancer. Si vous êtes dans une organisation qui est relativement complexe, ça va peut-être prendre un autre niveau qui est au milieu, au niveau de la coordination. Est-ce qu'il y en a toujours 3 des flight levels? Non, vous pouvez en avoir 5, 6, 7. Si vous êtes à plusieurs pays, donc ça peut venir. L'important, c'est de savoir, on a une stratégie, elle s'exécute. Est-ce qu'on est capable d'en faire la traçabilité? Donc, un exercice, tout à l'heure, nos collègues faisaient l'atelier au niveau de PI de SAFe. Donc, SAFe est un framework. Et ce qui va arriver, c'est justement la coordination de ces quelques itérations-là ensemble pour pouvoir justement adresser des éléments qui sont plus de dépendance, de coordination. Là, on voit les liens entre les features. Donc, le but, c'est juste de planifier ensemble. C'est ça le PI planning. C'est la force du truc. Un exemple de qu'est-ce que ça a l'air. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ça, c'est la colonne en cours. Donc, on va essayer de surveiller le WIP, donc le Work in Progress, les travaux en cours. C'est vrai au niveau des équipes, c'est vrai au niveau de la coordination, c'est vrai au niveau du portefeuille. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas un système stable, le WIP va être votre challenge. On va surveiller les dépendances. Donc, on essaie d'avoir le plus possible des équipes qui sont autonomes. Mais sur un produit, ça peut être difficile. Donc, OK, il y a des ressources, il y a des personnes qui sont clés, qu'on n'en a pas 25 non plus. Des DBA, on n'en a pas tant que ça. Donc, comment on fait pour justement créer des groupes relativement autonomes pour avoir un minimum de dépendance? C'est là qu'on va être capable de s'adapter, de prendre les meilleures décisions les plus rapidement possible. On surveille aussi des objectifs qui peuvent être en compétition. Donc, tantôt, si on regarde tout ça, est-ce que c'est vraiment tout à la même priorité? Est-ce que des fois, il y a des choses même à l'intérieur qui traitent 2 objectifs qui sont en compétition? Genre, je ne sais pas, mettre en place CMS Project, puis mettre en place l'agilité. Oui, mais non. Donc, il y a des choix à faire au niveau de coordination. Et éventuellement, on veut passer à l'action. Donc, le plus rapidement possible. Il existe plusieurs cadres, il y a plusieurs méthodes de développement au niveau de l'agilité. On n'est pas là pour juger. Donc, prenez celui qui fait le plus de sens pour vous. Il y en existe plein d'autres. Donc, on exécute. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est du débit. C'est au niveau de l'exécution. Donc, du flow en anglais. On veut que ça coule. On veut que même si vous avez un problème au niveau de l'exécution dans votre portfolio, en amont ou en aval, on veut pas arrêter jamais l'exécution. Comment on va faire ça? Bien, il va falloir qu'on réussisse à décentraliser les décisions. Si vous avez une centaine d'équipes, donc beaucoup de monde, si c'est les mêmes personnes qui prennent les décisions au niveau stratégique, de coordination et d'opération, vous avez un fichu problème. Parce que ces personnes-là sont les goulots de votre organisation. Même si je ne la connais pas, je peux déjà vous le dire. Donc, il faut que les décisions se prennent au bon niveau.
il faut décentraliser les décisions, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance aux gens, puis il faut agir sur le système plus que sur les enjeux, plus que sur les problématiques directes. Puis, on va essayer de supporter le système. On va y revenir tout à l'heure, comment on fait faire pour supporter le système à niveau portfolio. Donc, on est en exécution maintenant. Donc, encore sur notre trimestre. Il y a des choses qui vont itérer, donc on voit les itérations. Il y en a un certain nombre. Mais il y a d'autres choses qui continuent à rentrer dans le système. Donc, on veut éviter les vagues. Ce qu'on a souvent dans la gestion de projets traditionnels. Donc, partir un projet, ça demande beaucoup d'efforts. Puis après ça, une fois qu'il est parti, il y a des vagues constamment au niveau de l'exécution. Comment on fait pour rendre ça fluide? Donc, il y a tout le temps des choses qui se promènent, on découpe. Il y a des choses qui se trament au niveau en amont pour partir, puis il y a des choses qui s'exécutent. Et c'est moi qui le fais, parce que c'est le bout le plus important, mais c'est une blague. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, ça, c'est le bout le plus important, en fait. Vous pouvez mal faire votre stratégie, mal faire votre planif, faire tout croche en avant. Si vous faites bien la partie apprentissage, puis vous faites bien la partie adaptation, bien, c'est là que ça marche. Parce que si vous le faites bien, vous allez voir les trucs que vous avez mal faits, puis vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez changer, vous allez vous adapter. Et en stratégie, puis on parlait tout à l'heure de Taylor, puis l'espèce de Gantt gigantesque. On a comme cette approche-là où est-ce qu'on est capable de se saisir de l'ensemble d'un problème hyper complexe, comme gérer un portefeuille dans une entreprise, puis prévoir tout ce qui pourrait arriver, puis si on fait ce plan-là tel quel, tout va marcher. Mais je pense que quand on veut fonctionner en adaptation, en amélioration continuelle, bien, il faut être humble. Hein? Ça, c'est la slide que j'ai ajoutée pendant que tu étais aux toilettes. Mais je voulais dire ça. Soyons humbles comme organisation. Hein? On n'a pas toutes les réponses. C'est pas vrai qu'on est capable de tout prévoir ce qui va arriver. Puis c'est correct qu'on change nos stratégies. Puis, des fois, je sais que des fois, on rentre dans le bureau de notre boss, puis on dit, bien, on a changé d'idée, on a changé ça. Finalement, c'était pas la bonne chose. Puis il nous regarde, mais comment ça? Comment ça que tu n'avais pas la bonne réponse? Comment ça tu t'es trompé? Puis, mais c'est normal, c'est juste correct. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'être humble, d'être capable de dire, bien, je suis capable d'apprendre, puis de changer mes stratégies. Donc, retenez ça, soyez humble, puis aidez vos organisations à être humbles, puis être capable d'assumer qu'ils vont se tromper, puis ils vont continuer à se tromper, peu importe à quel point ils sont préparés. Donc, on fait de l'amélioration. Si on regarde notre organisation, on peut regarder des choses à l'intérieur de notre organisation, des trucs intrinsèques comme des façons de faire, la qualité des service level agreements. Puis, tu sais, quand on fait de l'amélioration, souvent, c'est ça. On se regarde nous-mêmes, puis on regarde nous comment on peut améliorer, comment on peut être plus efficace. Mais n'oubliez pas aussi les choses qui sont à l'extérieur, tu sais. Les gens qui payent pour vos produits, c'est super important parce que s'ils ne sont pas là, puis ils ne sont pas satisfaits, quelque part, vous allez avoir des problèmes. Fait que, regardez aussi des choses comme la satisfaction client, des retours d'expérience, l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est facile d'utiliser vos produits? Est-ce que c'est intéressant de les utiliser? Est-ce que vous avez du feedback? Allez-vous en chercher du feedback? Puis qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc, regardez ça de ces différents angles-là. Puis il y a deux stratégies aussi pour faire de l'amélioration. La stratégie de droite, ce qu'on doit améliorer. Tout le monde ici est capable de mapper son organisation puis mettre des points sur « Ah, ça, il faut changer ça. Là, il y a du gaspillage. Là, il y a de la perte de temps. Là, on perd de l'argent. » Puis on lance des chantiers à gauche, à droite, puis on fait de l'amélioration à tout azimut. On peut faire ça ou on peut, comme on disait, se donner une vision. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est le concept du FMO. Donc, on se donne un FMO, c'est là qu'on veut aller. Quelles sont les améliorations, les changements qu'on peut apporter qui vont nous rapprocher de notre FMO, qui vont nous rapprocher de ce qu'on veut faire? Mais là, vous voyez, il y a des points rouges là-dedans, c'est comme des améliorations hyper prioritaires. Je suis pas en train de vous dire, bien, si ça ne nous rapproche pas de notre FMO, faites-le pas. Fait que si tel produit, machin, qu'on est sur le bord de jeter aux poubelles puis de ne plus entretenir, plante en prod, puis que là, il y a des gros problèmes puis des clients qui sont fâchés, ah, mais ça ne fait pas partie de mon FMO, fait que je ne l'arrangerai pas. C'est pas ça que je vous dis. Arrangez-le, il y a des trucs opérationnels qu'il faut assurer et faire survivre, mais approchez votre amélioration puis votre chemin d'amélioration, faites-le inscrire à l'intérieur de où vous voulez aller. Les stratégies que nous, on utilise, bien, on est des agilistes, donc les rétrospectives d'équipe, les rétrospectives de services, d'organisation, c'est toujours très utile. Puis on utilise beaucoup la formule Kaizen qui vient du monde Lean, hein, des sessions là, intenses de 5 jours. On prend un problème, puis on sort après 5 jours, puis il est réglé, ce problème-là. Ça prend des trucs pour faire ça.
il y avait le thème des pirates, puis là, je vous ai mis les Goonies. Est-ce que tout le monde saisit la référence? Les générations X, ils la saisissent, mais pas les Grecs, tout ça. Les oranges et jaunes. Je rentre pas là-dedans, je vais pas là. Je vais pas. Euh, Donc, les Goonies, c'est un film des années 80 dans ma jeunesse. Puis c'était des jeunes qui voulaient retrouver un trésor de pirates. Puis ils avaient une carte, ils avaient une destination, un but à atteindre. Puis c'est plein de gens avec des talents différents, là. Il y a celui à gauche, c'est le petit gars qui fait des inventions, il est super intelligent. Tu as le leader là-dedans, tu avais un rebelle, le petit monsieur drôle, puis le grand frère qui était fort. Fait que tout le monde avait ses talents, puis c'était diversifié. Fait que c'était les bonnes personnes. Puis c'est qui les bonnes personnes pour régler vos problèmes? C'est les gens qui vivent les problèmes. Fait que si vous avez une problématique que vous voulez régler, allez chercher les gens qui vivent cette problématique-là. Souvent, on va dire, ah, vous voyez, les gestionnaires, ils vont régler les problèmes. Les gestionnaires sont là pour régler les problèmes. Oui, c'est vrai, mais s'ils ne vivent pas ce problème-là, ben, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Fait que si c'est des trucs opérationnels, ben, sortez-moi les gestionnaires de la salle, puis rentrez-moi des gens opérationnels qui vivent ça. C'est eux autres qui vont avoir les bonnes solutions. Puis déléguez-leur le pouvoir de le faire. Fait que dites-leur, décidez ce que vous allez faire, trouvez les bonnes solutions, puis on va vous supporter, vous avez le pouvoir de faire, puis vous n'avez pas besoin de valider avec moi. Donnez-moi juste une idée de où vous en allez, puis comment ça se déploie pour que je puisse bien comprendre, puis vous supporter là-dedans, puis changer le système. Fait que utilisez ces techniques-là comme les Goonies, puis vous allez réussir à trouver le trésor à la fin. Je t'ai vendu un punch, moi? Quasiment. Non. Donc, je parlais d'apprentissage. Soyons humbles et apprenons comme organisation. Donc, validons nos hypothèses, OK? Nos plans stratégiques, nos stratégies, comme Fred le disait tantôt, ça reste des hypothèses, ça reste des choses qu'on pense que c'est la bonne chose, faisons-la. Mais là, comment on peut apprendre de ces choses-là? Hein? C'est des hypothèses, allons les valider. Fait que j'ai donné quelques idées tout à l'heure, des techniques pour aller valider nos hypothèses. Donc, les sondages de satisfaction, comme on parlait de fit for purpose tantôt, c'est quoi les critères de fitness que mon service doit avoir? Puis, est-ce que je vais aller sonder mes clients pour être sûr, est-ce que ces critères-là, je les rencontre? Puis, un, c'est-tu les bons critères? Puis deux, est-ce que je les rencontre? Puis là, ça va me donner une idée de mes hypothèses sont-elles bonnes? On peut faire de la télémétrie d'utilisation. C'est juste valider si... nous, on pensait qu'en rajoutant tel feature, les gens allaient l'utiliser, puis ça allait sauver tant de temps. Puis après l'avoir mesuré avec des données, on parlait de data-driven ce matin avec un collègue, bien, soyez data-driven sur... votre utilisation, aller chercher votre feedback avec des données factuelles, pas juste un feeling de « Oh, les gens aiment ça. » Ouais, mesure-le donc, voir peut-être que c'est pas vrai. Puis, un autre truc, c'est du A/B testing. Fait qu'essayer de faire du A/B testing, ce que ça veut dire, c'est j'ai une idée en tête, j'ai 2, 3 façons de le faire. Je vais faire des groupes séparés. Fait que je vais faire une nouvelle feature avec tel genre mettons, je vais mettre un bouton à telle place, puis dans l'autre cas, je vais mettre un workflow, peu importe. Fait que je vais essayer 2 idées sur la même fonctionnalité, puis je vais aller la déployer live en production avec des vrais clients ciblés, puis je vais voir de quelle base ça a l'air de marcher, puis je vais choisir la bonne. Fait que ça, c'est des trucs qu'ils font souvent en Lean Startup pour aller valider des choses. Une petite compagnie, puis ça faisait 2 mois qu'on travaillait sur une feature qu'on trouvait donc bien importante, un contrat d'utilisation, puis c'est super intéressant, puis on travaille là-dessus. Puis finalement, on se décide de rajouter, il y a une personne qui nous parle, elle dit « Pourriez-vous vous mettre juste une fonctionnalité qui permet d'enlever ça, de ne pas le faire? » Puis là, on dit « OK, on va faire ça, on rajoute ça, ce client-là, il est spécial. » Parce qu'on ne faisait pas de télémétrie, justement, pour se rendre compte finalement que 80 de nos utilisateurs, non seulement ils ne tripaient pas sa fonctionnalité, mais ils l'enlevaient, ils aimaient mieux ne pas l'avoir du tout. Donc, c'est là que tu te rends compte que ça fait 2 mois qu'on travaille là-dessus. On travaillait-tu vraiment sur les bonnes choses? Avoir pu l'apprendre tout de suite après 2 semaines, je pense qu'on aurait juste repriorisé nos choses. Mais c'est primordial. Exact. Puis si on ferme la boucle avec notre X-Matrix, mais on voit qu'il y a des initiatives qui vont finalement arriver après un 3e trimestre. Là, c'est, mettons qu'on partirait un système vide là, après 3 trimestres, puis si vous, ça serait des itérations. Après 3 itérations, vous avez déjà des apprentissages à faire. Donc, à partir de ce moment-là, vous prenez ces apprentissages-là, puis vous allez tirer des conclusions, changer vos stratégies, réaligner vos priorités, changer vos objectifs d'affaires, etc. Il faut que ça influence votre système. Si vous ne faites pas d'apprentissage et ça n'influence rien, bien, vous faites ça pour absolument rien. Fait que, tirez des leçons de ce que vous faites, puis en même temps, bien, comme Fred le disait, le flow continue, fait qu'il y a des éléments aux différentes étapes de ce processus-là qui continuent d'avancer.
Ça, c'est super important parce que, si tu reviens juste rapidement, souvent on dit, OK, quand c'est mis en production, c'est terminé. Job done. Le projet il est terminé quand, justement, on a mis en production puis on l'a passé à quelqu'un. Là, en le forçant ici, c'est de dire, non, 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 tant aussi longtemps qu'on n'a pas mesuré les hypothèses qu'on avait, c'est pas terminé. Donc, juste de le mettre comme ça, comme indicateur, ça amène le comportement, l'obligation à quelque part de le faire. Exact. On a vu il y a quelques mois une conférence, c'était ça, eux autres, dans leur tableau Kanban de portfolio. La dernière étape, c'était terminé, puis l'autre d'avant, c'était avant de se rendre à terminer, c'était mesuré. Le changement était mesuré, l'hypothèse ou le truc qu'on disait que ça allait changer, que ça allait avoir de la valeur, c'est mesuré. Souvent, tu sais, l'approche traditionnelle, c'est on planifie un projet, on dit que ça va avoir tel bénéfice, on fait des gros dossiers d'affaires pour justifier, bien, ça prend tant de millions, puis prioriser-le, puis ça va nous rapporter ça, 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 puis l'utilisateur va avoir ça, ça, ça. On fait le projet pendant des mois, des mois, des mois, on livre le projet, on passe au prochain projet. Mais finalement, ça a-tu donné ce qu'on avait pensé ou pas? On ne sait pas. Ça, ça part un peu entre deux cracks. Puis, donc, on disait tout à l'heure, c'est souvent la partie qui est bâclée. Bâclée parce que les gens ne trouvent pas que c'est important, je pense pas. Je pense que c'est juste difficile. C'est difficile de mesurer les bonnes choses, de comment tu mesures de la satisfaction, comment tu mesures que ça a de la valeur, que c'est complexe, c'est difficile. Fait que des fois, ça devient compliqué à mettre en œuvre, mais c'est important de le faire, c'est important. Puis c'est pas grave si vous ne mesurez pas exactement de la bonne manière, puis vous ne savez pas trop comment le mesurer. Faites-le, puis vous allez juste apprendre. Puis, mais si vous vous abandonnez parce que c'est trop compliqué, puis ben, ça vous amènera pas grand-chose. Si vous le faites juste à la fin du projet, ben c'est comme les essais, ça. Vu qu'il ne reste plus de budget, on ne le fait pas. Ou, tu sais, il y a un autre projet après qui arrive. Fait que, dans le flow de tout ce qui se passe dans nos vies, des fois, on finit un projet, puis on passe au prochain, puis on pense que ça marche. Puis tant que ça ne plante pas, ben c'est un succès. Bref, et le portefeuille dans tout ça? Donc, le portefeuille permet de colliger stratégie et les FMO. Puis ça permet de suivre le système. Donc, comment on suit un portefeuille? On va regarder un peu comment on fait pour suivre un portefeuille. Puis suivre un portefeuille, c'est suivre un système. Donc, je fais un petit crush sur System Thinking. Ce monsieur-là, un autre monsieur en noir et blanc, sont savants, ces gens-là. Tu mets une photo en noir et blanc, puis ça gagne de la crédibilité comme ça. On aurait dû mettre nos photos en noir et blanc dans le... prochaine fois. Sur LinkedIn, ce soir, vous allez voir, ma photo va passer en noir et blanc. Donc, un système n'est pas la somme de ses parties, mais c'est le produit de leurs interactions. Donc, on n'essaye pas de regarder chaque morceau du système, on essaie de considérer l'ensemble de l'œuvre, puis de faire des améliorations sur l'ensemble. Donc, si on a une vue à haut niveau, une vue stratégique, une vue au niveau du portefeuille, bien, au lieu de regarder chacune de ces morceaux-là et d'essayer de les optimiser, bien, on va essayer d'optimiser la patente au complet. Vous comprenez? Donc, ce qu'on utilise, nous, souvent, c'est souvent, même tout le temps, pour gérer notre portefeuille, c'est des grands tableaux Kanban gigantesques. C'est un exemple qu'on a mis en place. Donc, c'est on l'appelle le grand Kanban, bout en bout du portefeuille. Puis là-dedans, on voit ce qui est en cours. Donc, ça nous permet, c'est un outil pour voir ces systèmes-là en action. Le X-Matrix qu'on voyait, là, bien, les éléments qui sont dans le X-Matrix se retrouvent là-dedans. On voit notre upstream, notre downstream. On parlait tantôt en amont et en aval. Donc, avant la période d'engagement, c'est upstream. Puis après être engagé, quand, mettons, le projet est parti, c'est du downstream. Puis souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stock, puis c'est comme un gros embouteillage. Fait que juste là, visuellement, bien, ça nous permet de prendre des décisions puis de piloter notre système. Donc, dans celui-là, il y a trop de WIP. Deuxième chose super importante, quand vous utilisez ça pour vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions, mesurer des choses. Donc, mesurer le temps de cycle que ça prend pour passer à travers votre portefeuille ou des sections de votre portefeuille. Puis, vous allez découvrir qu'il existe probablement des délais à certains endroits. Fait que tout ça, c'est des visuels puis de l'information pour avoir des discussions pertinentes pour prendre des décisions. Puis spotter, puis identifier des endroits où vous allez pouvoir créer des améliorations, des pistes d'amélioration, puis créer des apprentissages aussi. Puis nous, on utilise, on est des grands fans de la méthode Kanban, donc on utilise les principes Kanban qu'on applique au niveau du portefeuille. Voilà, je te laisse les soins de la conclusion. Tu peux revenir sur les pratiques. Donc, principalement, est-ce qu'on est capable de visualiser, limiter le WIP, gérer le flow? Tantôt, on en parlait un petit peu. Donc, c'est quoi les contraintes? Si on est capable de les mettre dans le Kanban, on peut agir dessus collectivement. La contrainte devrait toujours bouger.
Donc, c'est ça que, surtout lorsque dans les étapes du Kanban, il y a des passages de bâton. Donc, par exemple, des gens qui vont créer le dossier d'affaires, qui vont passer ça à des gens qui vont faire de l'architecture. Là, il y a souvent des moments où ce que la contrainte, on peut essayer de travailler localement sur une étape, mais c'est quoi l'effet que ça a sur le temps de cycle au complet? Le problème là-dedans, c'est que quand ton temps de cycle est long, bien, tes actions que tu vas faire pour régler ton temps de cycle, tu vas le savoir dans 2 ans. C'est ça qui est le défi. Rendre les règles explicites, forcément. Les boucles de rétroaction, est-ce qu'on en a à tous les niveaux? Puis, est-ce qu'on s'améliore continuellement? Donc, en conclusion, on espère, c'est sûr qu'on a fait une petite, avec toute humilité, un petit tour de roue de la stratégie jusqu'à l'exécution. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas abordé l'architecture d'affaires. C'est tout un monde. Si on va dans le Babok, dans le BizBook, il y en a plein. Là, au niveau de Safe aussi, il y a toute une façon de gérer le portefeuille, Lean Kanban aussi. Mais on voulait juste faire un tour de roue rapide pour peut-être amener certains éléments. Donc, au niveau des objectifs, comment faire? Le modèle Canvas, le Fit for Purpose. Au niveau des stratégies, la coordination, comment on peut faire au niveau du PI planning, découpé en futurs modes d'opération, dans l'exécution, puis dans l'apprentissage. Ça fait plusieurs fois qu'on répète que l'apprentissage, c'est le bout le plus important. Qui fait de la reddition de compte ici? Donc, la première page de votre reddition de compte, c'est ça que si, en gros, ce que vous mettez de plus gros dans cette reddition de compte-là, c'est, exemple, un indice de performance des coûts de 0,85, puis une PD de 0,90. Vous comprenez ce bout-là, mais est-ce que le reste de l'organisation le comprend? Où est-ce que vous mettez l'apprentissage dedans? Je vais peut-être à cette réflexion-là. De plus en plus, ce qu'on voit dans le marché, c'est de dire, OK, dans ma dernière période, voici ce que nous avons appris, voici ce que nous avons mis en ligne, voici combien de personnes l'ont testé. Ça, c'est des éléments qui frappent le plus, puis dire, voici les plans qu'on fait pour s'améliorer aussi. Si on oublie justement ce plan d'action-là, parce que quand on dit un gestionnaire, exemple, doit décentraliser, puis les équipes sont auto-organisées, c'est quoi ça pogne? C'est de s'assurer que les équipes le font pour vrai. Donc, c'est quoi leur plan d'action pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? C'est là qu'avec cette reddition de compte-là, beaucoup plus intéressant au niveau d'un portfolio. Et donc, comme Nicolas disait, souvent, notre technique d'utiliser des Kanban, donc à un niveau stratégique, c'est intéressant pour que l'organisation sache toutes les lignes d'affaires, les lignes de produits, où est-ce qu'ils s'en vont, le rendre le plus visible possible, donc à l'entrée ou peu importe, pour que tout le monde, c'est pas caché dans un outil où il y a juste 12 personnes qui ont des licences. Non, c'est vraiment le plus visible possible. Autant, si vous avez un niveau de coordination, d'en faire aussi, puis dans vos équipes aussi, puis d'assurer qu'il y a une traçabilité. Donc, si vous avez un indicateur, parce que souvent, on appelle le melon d'eau, là, donc dans les équipes, c'est rouge, tu arrives au niveau coordination, le directeur de projet dit que c'est jaune, puis à la fin, tu as un tableau de bord qui est vert. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce bout-là. Donc, il y a 2 semaines, on faisait à Québec conférence, puis il y avait beaucoup de monde, forcément, du gouvernement, et on présentait le tableau de bord de tous les principaux projets gouvernementaux. La première page, vous irez voir ça, c'est fantastique. Il y a 147 projets, 97 ont un IPC vert. Donc, tout va bien dans la fonction publique, c'est parfait. Est-ce que c'est vraiment conséquent avec notre perception de la réalité? Je ne sais pas. Encore là, quand tu le mets rouge, tu te fais taper dessus, tu es obligé de justifier pendant des mois. On peut comprendre. Mais vous regarderez, partout les IPC et les IPD sont à 0,00 %. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça dans MS Project, mais c'est vraiment pas facile. Donc, de la traçabilité entre le fait que nos équipes disent qu'il y a une problématique et que dans le Kanban, on le voit pour vrai. Donc, c'est ça le défi. Puis ça, le Gemba Walk nous aide beaucoup à... Quand tous les tableaux sont visibles, bien, c'est facile de voir ce qui se passe. Est-ce que ça concorde? Pour finir, bien, on espère qu'on est parti, on a eu un itinéraire, une destination. Puis si on fait ça le plus rapidement possible et avec le plus d'efficience, bien, on va être capable d'atteindre le trésor qu'on cherche. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, on est disponible.